Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter deux histoires comme d'habitude. Cette phrase, j'ai l'impression de la dire 4 fois par jour ces derniers temps, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la semaine spéciale Halloween, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, comme d'habitude, je kiffe vous tourner ces vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est en description, mon nom c'est Melvin Fogelsang, M-E-L-V-Y-N. V-O-G-E-L-S-A-N-G pour les personnes qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à aller chercher une petite boisson, à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Louise. À l'époque des faits, elle a 27 ans et elle a un métier un petit peu particulier. Ce métier, il est assez nouveau, elle est influenceuse. Elle nous dit tout de suite que selon elle, c'est un grand mot parce qu'elle n'a pas des millions d'abonnés, mais elle a une vraie petite communauté qui la suit tous les jours, principalement sur Instagram, et elle nous avoue qu'elle y est très attachée. Louise, elle poste beaucoup et elle aime ça parce que ça lui donne l'impression d'être utile et de ne pas faire les choses que pour elle toute seule. C'est vrai qu'à travers ce qu'elle dit, moi je me retrouve parce que quand je fais des vidéos, c'est à la fois pour moi, mais également pour vous. Donc je comprends ce qu'elle veut dire. Notre amie, elle nous raconte que son contenu sur Instagram se résume à tester plein de choses. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle teste? Eh bien ça peut être des restaurants, des parcs d'attractions, des musées, des petits hôtels, des applications. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle teste un petit peu tout. Et la particularité de son contenu, c'est que tout se passe en direct, donc en live. Comme ça, selon elle, c'est brut, il n'y a pas de montage qui peuvent truquer un peu les choses. Et généralement, lorsque Louise, elle part en live, elle tag exactement le lieu où elle se trouve, parce qu'elle nous dit que voilà, sur Instagram, c'est le jeu, elle adore ça, et elle poste souvent en direct parce que ça crée une sorte d'engagement, et surtout, ça suscite des réactions immédiates de la part de ses abonnés, et ça, ben, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Louise, elle a une famille pas loin, et des amis qui ne comprennent pas toujours ce qu'elle fait, mais qui la respectent. À ses abonnés, elle ne parle presque jamais de sa vie privée parce qu'elle essaye de poser une barrière. Elle dit juste qu'elle est célibataire en ce moment, et que ça lui va parce qu'elle est dans sa période boulot, donc elle n'a pas vraiment de temps à consacrer à tout ça. Des fois, elle fait même de petites blagues en disant par exemple que son grand amour, c'est son téléphone, et ses abonnés. Louise nous raconte que tout commence doucement sans qu'elle s'en rende compte. C'est arrivé sur un marché un dimanche matin, alors qu'elle tournait une story pour montrer les stands fruits et légumes. En regardant les rushs à la fin de la journée, donc les vidéos qu'elle a tournées, notre amie remarque au fond de la vidéo un homme avec une casquette assez sombre. Il est très flou et assez loin, donc il n'y a rien d'extraordinaire, sauf qu'un petit détail la dérange. Ce mec, il fixe la caméra en regardant droit dans l'objectif et il ne détourne jamais le regard. Sur le moment, Louise, elle s'en fout un petit peu parce qu'elle se dit que c'est juste un passant. Et peut-être que le fait qu'elle soit en train de filmer, ça l'intrigue, c'est pas impossible. Parce que c'est vrai, quand vous êtes dans la rue avec une caméra comme ça en train de vous filmer, bah ça attire le regard. Ou peut-être même que dans son cas à elle, c'est un abonné qui l'a reconnu et qu'il est un petit peu timide pour aller l'approcher. Bon, c'est un signe parmi tant d'autres, donc elle ne s'inquiète pas plus que ça, et elle passe rapidement à autre chose. Mais le lendemain, elle tourne une vidéo dans un café et en regardant les images encore une fois, elle voit un visage derrière, toujours un petit peu flou, et cette fois-ci, le détail qui est assez perturbant, c'est qu'il a la même casquette que sur l'autre vidéo. En voyant ça, notre amie, elle se dit que c'est sûrement un hasard, ou peut-être un habitué du coin, et elle passe à autre chose. Malheureusement, on aurait aimé que ça s'arrête là, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. La semaine suivante, Louise part dans une autre ville pour un partenariat avec un restaurant cette fois-ci. Alors elle arrive dans le resto, elle pose son téléphone sur le trépied et elle commence à filmer la déco, le menu, les plats, les desserts, etc. Jusque-là, tout se passe extrêmement bien, mais au bout de quelques minutes, son regard s'arrête sur un détail un petit peu plus loin. Elle remarque que quelqu'un est assis dehors à une table tout seul en train de la filmer. Elle se fige pendant une seconde parce que ce n'est pas habituel que des gens la filment, et surtout comme ça à son insu sans même lui avoir demandé l'autorisation. Ok, elle a une petite communauté, mais ça ne donne pas le droit aux gens de la filmer comme si c'était un animal dans un zoo. Donc, elle finit le tournage un petit peu perturbée, elle range son matériel et elle décide de sortir pour aller voir ce mec. Sauf que, quand elle sort du restaurant, malheureusement, il n'est plus là. Par contre, sur la table, il y a encore son café qui est à moitié rempli, mais aucune trace de la personne. Ce soir-là, quand elle rentre chez elle, Louise se dit que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Elle croit aux coïncidences, mais faut pas déconner non plus. Le soir, elle lance un live dans sa chambre pour parler avec sa communauté et surtout pour leur raconter la journée qu'elle vient de passer. À un moment, elle dit qu'elle est crevée, qu'elle va couper le live assez tôt parce que demain, elle a une journée très chargée. Une fois le live lancé, les commentaires défilent, il y a des petits cœurs, des compliments, enfin rien d'anormal jusque-là. Et puis, au milieu de tout ça, un message se démarque. La personne, dans le commentaire, elle dit « Louise, je te suis partout ». Notre amie s'arrête une seconde et regarde son téléphone de plus près en mode j'ai mal lu. Vu qu'elle est en live, elle n'a pas vraiment le choix que de sourire et faire genre qu'il n'y a rien, mais au fond d'elle, elle commence vraiment à bien flipper. Elle dit à ses abonnés qu'elle doit malheureusement couper parce qu'elle est fatiguée et qu'elle reprendra demain. Elle leur souhaite une très bonne nuit et elle met fin au live. En fait, à ce moment-là, elle ne sait même pas si elle doit en rire ou en pleurer, parce que vous me direz, quand on s'expose comme ça sur internet, c'est un peu les risques du métier. C'est voilà, on crée du contenu, on fait des vidéos pour que des gens les regardent, donc forcément, on ne peut pas se plaindre si après des gens viennent nous dire bonjour dans la rue. Et il y a encore une dimension à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens
gens qui vont nous adorer, d'autres qui vont nous détester pour absolument aucune raison. Mais malheureusement, à nouveau, c'est les risques du métier. Et Louise, elle nous raconte que ça la perturbe un petit peu parce que c'est la première fois qu'elle fait face à ça. Mais vous allez voir que le pire, il n'est pas encore passé. Les jours suivants, ça recommence, mais genre fois 1000. Peu importe où elle va et peu importe la distance, ce mec est toujours là. Du coup, à partir de ce moment-là, Louise essaye de casser sa routine et elle commence gentiment à changer ses habitudes sans même trop s'en rendre compte. Elle filme un petit peu moins, elle évite de dire où elle est exactement en temps réel, elle poste ses stories en décalé afin de ne pas avertir les gens qu'elle est à tel endroit. Mais malgré tout ça, les messages continuent. Par exemple, un jour, elle reçoit un DM sur Instagram qui lui dit « C'est dommage, ton café va être froid si tu ne le bois pas vite. » Ou encore un autre message qui lui dit « Je pensais que tu prendrais la chambre avec une vue. » Chaque message reçu devient une preuve que quelqu'un la suit pour de bon. Du coup, un jour, elle va décider de tendre un piège à cette personne juste pour voir ce qui va se passer. Elle fait un live et elle dit à ses abonnés qu'elle sera le lendemain dans une autre région à des centaines de kilomètres de là. Sauf que vous vous en doutez bien, c'est du bluff, elle n'ira pas. Mais c'est juste pour voir ce qui va se passer. Elle, son plan, c'est de rester chez elle, les rideaux fermés, et c'est exactement ce qu'elle va faire. Pendant la journée, elle voit qu'il n'y a rien, donc elle se dit que son plan a fonctionné, qu'elle a probablement envoyé ce mec à l'autre bout du monde pour rien, donc il y a une sorte de satisfaction. En fin de matinée, Louise se rend sur Instagram pour voir qui lui a écrit, et c'est là qu'elle voit un message extrêmement flippant. Il s'agit d'une photo de la façade de son immeuble qui est prise depuis la rue, avec comme message « Tu fais bien de te reposer aujourd'hui, mais tu aurais au moins pu nous avertir que tu n'y allais pas. » Là, Louise nous raconte que c'est à ce moment précis qu'elle se rend compte que tout ça, ça a dépassé les barrières du virtuel, que ça se passe vraiment dans la vraie vie parce que la personne est dans la rue, qu'il a envoyé une photo de son immeuble et ça, c'est un petit peu flippant. Du coup, elle décide de tout couper pendant un bon moment. Que ce soit les lives, les stories, les collaborations, elle veut simplement faire une pause. Pendant 2 jours, elle reste enfermée chez elle avec son téléphone éteint et ça lui fait le plus grand bien. Ça lui permet de faire un point sur sa vie, de réfléchir un peu. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas envie d'arrêter son job pour un mec complètement cinglé. Donc, un soir, elle décide de ressortir comme si de rien n'était. Son but, c'est de reprendre le contrôle sur la situation et de prouver qu'elle n'a pas peur. Elle va donc dans un centre commercial qui est assez grand avec beaucoup de monde et surtout plein de lumière. Elle lance un live, tout se passe bien pendant les premières minutes, mais très vite, elle lit un commentaire qui lui dit « Regarde, je suis juste derrière toi. » Elle se retourne immédiatement, mais il n'y a rien. Enfin, juste des gens normaux qui sont en train de faire leurs courses ou manger, mais en étant plus attentive et en regardant mieux, au fond, elle voit un homme qui est immobile et qui la regarde. Pour elle, il n'y a pas de doute, elle sait que c'est lui. Pas besoin de réfléchir, elle le sait, elle le sent en elle. Elle coupe immédiatement le live, elle trouve une excuse et surtout, elle fait comme si de rien n'était. Elle se balade ensuite dans le centre commercial en faisant semblant de regarder les vêtements en vitrine et elle remarque du coin de l'œil qu'il est toujours là, partout où elle va. Là, le tout petit doute qui persistait avant, on peut le virer. C'est bel et bien ce mec qui la harcèle depuis plusieurs jours. Louise nous dit qu'elle n'a jamais ressenti une peur pareille et le problème, c'est qu'elle est toute seule à ce moment-là. Peut-être que pour ressortir de chez elle la première fois, elle aurait dû prendre une pote avec, elle n'y a pas pensé. Du coup, elle se dirige vite vers la sortie en espérant ne pas être suivie. Elle rentre en taxi et quand elle arrive chez elle, elle monte vite fait bien fait, elle ferme sa porte à double tour et elle s'écroule sur le sol de son salon. À partir de ce soir-là, elle va vivre dans la méfiance en permanence. Elle décide carrément un jour d'en parler à ses proches qui prennent ça hyper au sérieux et tout le monde est unanime, il faut absolument porter plainte, mais le problème, c'est qu'elle n'a rien de concret. Pas de nom, pas de visage, juste des messages et encore on ne peut pas les retrouver. Enfin, les commentaires on ne peut pas les retrouver, les messages sur Instagram oui, mais est-ce que ça suffit pour constituer une preuve ? Je suis pas certain. Et le problème, c'est que même si elle porte plainte contre ce gars, est-ce que ça va l'empêcher de faire quelque chose, de s'en prendre à elle ? Bah, j'imagine que non. Et elle ressent même un petit peu de honte vis-à-vis d'elle parce qu'elle se dit, bon, c'est moi qui ai laissé une sorte de porte ouverte et qui ai donné absolument toutes les informations sur les lieux où je me trouvais, sur ce que je faisais, et ce, en temps réel sur un réseau social. Un jour, en discutant avec une de ses potes, elles arrivent à une conclusion qui est pour moi intéressante, c'est que ce gars il ne veut pas juste la suivre comme si c'était un fan, mais que peut-être il voudrait carrément faire partie de sa vie. Et ce qui l'insupporte le plus, c'est qu'elle ne sait pas qui c'est. Elle sait qu'il a toujours la même casquette, mais elle n'a jamais vu son visage, son prénom, son nom de famille, ou quoi que ce soit le concernant. Pendant cette discussion, les deux amis essayent d'élaborer un plan pour faire en sorte que ce mec arrête, et ce plan, il est très simple. En gros, Louise va faire un petit peu comme la dernière fois, elle va dire qu'elle doit aller loin dans une ville, sauf que cette fois-ci, elle va donner une raison très concrète, en disant qu'elle est invitée à un événement qui va bel et bien avoir lieu. Et cet événement, apparemment, c'est un truc où elle devra faire un live depuis sa chambre d'hôtel. Cette fois, elle va pas rester chez elle comme avant. Et en réalité, Louise, elle réserve un petit hôtel qui se situe à 30 minutes de chez elle. Et surtout, elle le réserve de façon anonyme, sans dire son vrai nom, juste
pour une seule nuit. Son but, c'est de voir si, malgré cette technique, le mec arrive quand même à la retrouver, parce que là, on est d'accord, ce serait trop grave. Elle arrive donc à l'hôtel, elle s'enregistre sous un faux nom et prénom, elle monte dans sa chambre et elle ferme la porte à clé. Pendant plusieurs minutes, elle reste immobile, assise sur le lit, à écouter si quelqu'un essaye d'entrer dans la chambre, ou même si quelqu'un marche dans le couloir, et au bout de quelques secondes, elle entend bel et bien des pas, mais ce qui est très flippant, c'est qu'à un moment, elle entend un frottement contre la porte, comme si quelqu'un glissait une feuille sous la porte de sa chambre. Elle se lève, elle regarde et effectivement, il y a quelque chose. C'est une carte avec écrit « Louise, tu vas regretter de t'être foutue de moi autant de fois. Fais attention, j'arrive ». Là, Louise est pétrifiée, n'ose pas bouger d'un poil. Elle regarde la porte en silence parce qu'elle sait très bien qu'il est juste derrière. Elle entend même la poignée bouger et clairement, il est en train d'essayer d'entrer. À ce moment-là, elle comprend que si elle n'avait pas bien fermé la porte, c'était terminé pour elle. Et tellement elle a peur, elle se souvient plus exactement ce qui se passe après. Elle se rappelle simplement d'avoir attrapé son téléphone, avoir reculé jusqu'à la salle de bain et s'être enfermée dedans, juste au cas où il arriverait à entrer. Là, ça a dépassé les petites histoires de réseau social, de likes, de stories, etc. C'est simplement elle, dans une chambre d'hôtel avec un dégénéré qui veut ouvrir la porte. Cette nuit-là, elle nous raconte que tout devient flou dans sa tête. Elle ne sait plus combien de temps elle est restée enfermée dans la salle de bain, mais elle se souvient de chaque son, du bruit du couloir, du grincement de la poignée et même du bruit de la feuille qui passe sous la porte. Donc imaginez à quel point ça l'a traumatisée. Elle garde son téléphone dans la main, mais bizarrement, elle n'appelle personne, parce qu'avec du recul, elle nous explique qu'elle est beaucoup trop tétanisée, qu'elle a une peur folle de faire le moindre bruit qui pourrait indiquer sa position dans la chambre. Donc ce qu'elle fait, concrètement, c'est qu'elle est couchée dans sa baignoire, à attendre que tout ça s'arrête. Et c'est au bout d'une petite demi-heure qu'elle n'entend plus rien. Elle se dit que le mec a sûrement lâché l'affaire et qu'il est parti. Elle met beaucoup de temps à sortir de la salle de bain, et une fois sortie, elle est tellement crevée qu'elle va s'allonger dans son lit. Elle passe une plus ou moins bonne nuit, mais vers 8h30 du matin, alors qu'elle est en train de dormir, Louise entend un tout petit bip. Ce bip, elle le reconnaît très bien, il s'agit du petit bruit que la carte magnétique fait quand on entre dans la chambre. Elle se dit que c'est la femme de ménage qui vient faire son travail, mais les pas qu'elle entend, elle sait très bien que ce ne sont pas ceux d'une femme de ménage, parce que le rythme, il est très bizarre. Là, tout simplement, elle se dit « je suis dans la merde ». Heureusement, elle n'est pas tournée en direction de la porte, mais plutôt vers la fenêtre, et là, sa strat, c'est tout simplement de faire genre qu'elle est en train de dormir. Elle entend des pas dans la chambre qui sont lents et très calmes, et c'est clair et net, quelqu'un s'avance gentiment vers elle. Elle ouvre très légèrement les yeux pour regarder le reflet dans la vitre, et là, c'est la panique totale. Louise voit un homme avec un objet très brillant dans les mains, et lorsqu'elle distingue de quoi il s'agit, elle se fait littéralement dessus, parce que c'est une petite machette. Notre amie retient ses larmes et elle essaye de ne pas respirer trop fort pour pas attirer l'attention, sauf que, on est d'accord, ça ne sert à rien parce que le gars, il sait très bien qu'elle est là. Elle referme les yeux pour se concentrer et pas hurler de peur. Là, elle entend le son d'une chaise qu'on déplace, un léger frottement sur le sol, et puis une voix très douce, presque tendre, qui lui demande « Est-ce que tu dors ?» À ce moment-là, elle sent la personne se pencher vers elle pour la regarder, donc elle garde toujours les yeux fermés et il continue à lui parler en lui disant qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il veut simplement discuter avec elle. Il lui dit que voilà, il la connaît mieux que personne et qu'il veut juste passer un moment avec elle. Louise, elle se dit que si elle ne bouge pas, peut-être qu'il va vraiment penser qu'elle dort et qu'il partira de la chambre pour revenir plus tard. Mais le gars, il continue de s'approcher d'elle, elle l'entend s'accroupir devant son lit et il va lui dire tout gentiment « Je savais que tu étais différente, t'as jamais joué la comédie avec moi ». Dans sa tête, elle hurle de toutes ses forces à l'aide, elle essaye de réfléchir tant bien que mal à un plan express, mais il n'y a rien à faire. Le gars lui dit même « Louise, tu sais que je t'aime. J'espère que tu l'as compris depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça que tu continues à poster sur les réseaux sociaux, c'est pour me faire plaisir. » C'est au moment où le mec lui dit ça que Louise décide de tenter un truc. Elle capte que le mec, il est fou d'elle, donc elle va s'en servir pour essayer de se sauver la vie. Elle n'a pas le choix, c'est sa seule issue pour sortir de cette chambre sans se faire agresser, ou même tuer par ce fou furieux. Du coup, voilà ce qu'elle fait. Elle sort son meilleur talent d'actrice, elle fait quelques petits mouvements, et elle fait genre de se réveiller, de bâiller, etc. Elle s'étire, elle se retourne vers lui, et quand elle l'aperçoit tout près d'elle, elle lui sourit et elle lui dit « Oh, tu es là ? Ça me fait vraiment plaisir. » Le mec, il est refait, il est tout content, il lui dit même qu'il savait qu'elle allait être heureuse lorsqu'elle le verrait, et du coup, eh bien, les deux commencent à discuter. Dans la tête de Louise, c'est l'anarchie, mais elle est sûre d'une chose, c'est que là, elle s'en fout, elle veut juste survivre. Donc elle lui demande même s'il a bien dormi, s'il a bien mangé. Enfin bref, elle tape la causette jusqu'à avoir une idée. Ils parlent pendant environ 10 minutes, et là, Louise dit au mec « J'ai un petit peu faim, ça te dit d'aller prendre un petit déjeuner ?» Le mec, il est refait, et il lui dit «
que ouais, carrément. Notre amie se lève, elle tremble, mais elle essaye de ne pas le montrer. Le gars, il pose son arme sur la table de nuit et les deux s'avancent vers la porte. Il sort de la chambre tout naturellement et Louise continue de lui parler pour garder le contact avec lui. Ils descendent les escaliers et ils arrivent dans le hall d'hôtel. Là, elle lui dit écoute, va t'asseoir, pendant ce temps, moi je vais aller demander à la réception si on peut prendre un petit déjeuner. Le gars, comme un bolos, il va s'asseoir et là, Louise, elle se dirige vers la réceptionniste et elle lui dit discrètement qu'il faut absolument appeler la police. La femme à l'accueil voit très vite que Louise, elle est terrorisée et qu'elle est en danger et elle appelle immédiatement la police qui arrive quelques minutes plus tard. Évidemment, ils arrêtent ce mec qui se met dans une rage pas possible. Il hurle à Louise qu'elle s'est foutue littéralement de sa gueule, que c'est une manipulatrice et qu'il aurait carrément dû la tuer quand il en avait l'occasion. Louise, elle est en pleurs et elle explique tout aux enquêteurs qui sont restés avec elle. Ils prennent sa déposition, ils fouillent sa chambre et ils trouvent à ce moment-là la carte qu'il a glissée sous sa porte ainsi que la machette qu'il a laissée sur la table de nuit. En discutant avec la réceptionniste, les policiers comprennent très vite qu'elle a fait une faute extrêmement grave parce que c'est elle qui a donné un double des clés de la chambre de Louise à ce mec sans vérifier si c'était bel et bien sa chambre. En fait, le mec il est simplement venu à l'accueil en disant bonjour, j'ai oublié ma clé, est-ce que ce serait possible d'avoir un double, c'est la chambre XY, et la dame lui a donné sans réfléchir. C'est donc entre guillemets à cause d'elle qu'il a pu rentrer, même si en soi elle ne l'a pas fait exprès, et on apprendra par la suite que ce gars en fait il avait réservé une chambre à son nom, la même nuit que celle de Louise, et cette chambre elle va être fouillée. Les policiers ils trouvent un sac avec des affaires, un ordinateur et surtout un disque dur, et à l'intérieur il y a plein de choses concernant Louise, notamment des photos, c'est des captures d'écran, des zooms sur ses stories, des montages de vidéos, enfin bref, un tas de trucs glauques, et il y a carrément des images prises à travers la fenêtre de son appartement ou même d'un certain hôtel, et tout est classé dans des dossiers par date, enfin c'est hyper bizarre. La police, quand elle a eu plus d'informations, elle lui a expliqué que l'homme la suivait depuis presque 1 an, qu'il avait créé une multitude de faux comptes pour pouvoir la suivre, qu'il récupérait toutes ses données de localisation en fonction de ce qu'elle postait, et à chaque fois, il se déplaçait pour pouvoir la voir de loin. Louise nous dit qu'elle ne comprend toujours pas comment c'est possible qu'un mec puisse consacrer autant d'énergie à une parfaite inconnue, et vous imaginez bien qu'après cette histoire traumatisante qui d'ailleurs a failli lui coûter la vie, eh bien Louise elle a tout arrêté. Elle a carrément fermé ses comptes, elle change de numéro et elle déménage. C'est presque 6 mois plus tard qu'elle reprend un peu pied et que cette envie de créer du contenu, ça lui manque. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un nouveau compte, cette fois-ci privé, où seuls ses amis et sa famille pourront la suivre. Sur ce compte, elle nous explique qu'elle fait uniquement du contenu pour parler de la sécurité en ligne, parce que elle l'a vécu, elle y a été exposée, et donc si son expérience peut être utile à d'autres gens, eh bien c'est parfait. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est exactement le but qu'elle avait avec son compte principal, donc celui qu'elle a fermé, c'était de faire des choses utiles pour que des gens puissent en prendre connaissance. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite morale de cette histoire, faites attention à ce que vous postez en story, etc. Typiquement, moi je m'en souviens, j'avais lu un article une fois où quelqu'un s'était fait cambrioler parce qu'il était en vacances à l'autre bout du monde, qu'il avait mis des stories en temps réel et que du coup les cambrioleurs l'ont suivi sur Instagram et qu'ils ont vu qu'il n'était pas à la maison, donc le chemin était complètement libre. Faites attention, quand vous publiez ce genre de choses, essayez d'être assez discret. Alors vous allez me dire, Melvin c'est toi qui parles, je sais, je suis pas le meilleur exemple, mais attention aux localisations exactes comme les adresses de votre Airbnb, de votre appartement ou même de l'endroit où vous vous situez pendant plusieurs jours. Tout ça, essayez d'éviter, c'est pas des choses très utiles et dans le cas où c'est une personne malveillante qui voit ça peut potentiellement vous attirer beaucoup d'ennuis. Voilà, c'était la petite morale de cette histoire, je vous propose directement de passer à la deuxième. Cette deuxième histoire, c'est celle de Nicolas. À ce moment-là, Nicolas, il a 32 ans et il est commercial pour une marque d'électroménager. C'est un travail qui demande de passer sa vie sur les routes. Donc en général, Nicolas, il part tôt le matin et il rentre très tard. Il enchaîne les rendez-vous, les trajets et les appels, enfin bref, c'est pas de tout repos. Nicolas, c'est un bon gars, sans histoire, qui est un petit peu fatigué par ce rythme de vie, mais il nous explique qu'il fait ce qu'il faut pour son fils. Son petit garçon a 6 ans et c'est vraiment la seule chose qui compte pour lui dans sa vie. Avant, il avait une femme, mais ça fait maintenant 2 ans qu'ils se sont séparés. Ce n'est pas du tout sa décision, c'est plutôt celle de son ex-femme, qui ne supportait tout simplement plus qu'il ne soit jamais à la maison et qu'il ne pense qu'à son travail. Elle disait même qu'elle en pouvait plus, en fait, de vivre toute seule tout le temps, qu'elle voulait un mari qui soit présent et par-dessus tout, un père qui soit là pour leur enfant. Du coup, Nicolas, il a compris, il sait qu'elle a absolument eu raison sur tous les points, mais que voilà, ça fait partie de sa personnalité de faire passer son travail avant tout le reste, et visiblement, ce n'est pas prêt de changer. Aujourd'hui, il vit dans un petit appartement qui est vide avec juste le strict minimum. Mais lui, il s'en fout, tant qu'il voit son fils, ça lui va. Le soir, où l'histoire se passe, Nicolas rentre d'un déplacement professionnel. Ce matin, il est parti très tôt pour aller voir un client qui habite loin, à carrément plusieurs heures de route. La journée, elle a été très longue et pleine de rendez-vous, de mails à gérer, de coups de fil à passer, enfin bref, il est juste crevé. Mais il ne veut pas dormir à l'hôtel parce que le lendemain matin, il doit voir son fils. Alors, il veut absolument rentrer, même si ça veut dire qu'il doit conduire au milieu de la nuit et presque
faire une nuit blanche. Nicolas, sur le trajet, il a déjà fait plusieurs pauses pour pouvoir se dégourdir un peu les jambes et surtout rester éveillé. Il s'arrête dans les stations-service, il se prend un café, il s'étire les jambes et il repart presque aussitôt, histoire de pas perdre non plus trop de temps. Dans ce boulot, Nicolas nous dit qu'il se sent très seul, mais que d'un côté, il se sent aussi hyper libre. Et ça prime sur tous les autres points, c'est vraiment la chose qui lui convient le plus, c'est de se sentir libre, d'être au calme dans sa voiture en train de faire les trajets, sans qu'il y ait des collègues dans le bureau qui viennent nous embêter. Bon, un point positif, c'est qu'apparemment, il gagne vraiment bien sa vie, donc même si parfois c'est très dur autant physiquement que mentalement, eh bien, voilà. Il aime bien son travail. À ce moment-là de l'histoire, il est presque minuit quand Nicolas voit un panneau qui annonce une station essence qui se situe à 2 km de là. Il regarde s'il a encore assez d'essence pour faire le trajet, mais il se rend compte que la jauge elle est presque vide, donc il décide de s'arrêter une dernière fois à la station-service avant de finir la route pour de bon. Il sait qu'il lui reste à peu près 1 heure de route avant d'arriver chez lui, 1 heure de ligne droite, et après, il sera enfin rentré à la maison. Notre ami, il prend la sortie, il se gare devant les pompes à essence, et il descend de sa voiture. Il fait le plein assez mécaniquement, sans trop réfléchir, un peu comme il a l'habitude de le faire. Il regarde autour de lui et la station, elle est presque déserte. Il y a juste un couple dans une voiture garée un peu plus loin, un homme qui fume près d'un camion et une caissière derrière la vitre de la boutique qui bâille en fixant sa caisse. Donc jusque-là, rien d'anormal ou même d'étrange. Nicolas finit de mettre l'essence, donc il remonte dans sa voiture pour la déplacer sur une place de parking pour pouvoir entrer dans la station essence. Là, il va payer le carburant qu'il a mis, il prend un sandwich et une bouteille d'eau, un petit café histoire de rester éveillé, il paye et il sort de la station. Son sandwich, il le dégomme debout contre le capot de sa voiture, avec les yeux qui fixent le néant. Franchement, ça se voit qu'il est extrêmement fatigué, mais il se dit que il est encore bien, parce qu'après tout, il est bientôt arrivé chez lui et que ça lui demande encore un tout petit effort. Notre ami, il regarde sa montre et il a fait une pause d'une 20aine de minutes, pas plus. Comme je vous l'ai dit, il aime pas trop traîner sur les parkings la nuit, donc il jette son gobelet vide, il monte dans sa voiture et il redémarre. Il se met un peu de musique et il aurait peut-être même pu aller sur Spotify et écouter le podcast. Comme ça, je cale la petite pub au milieu de l'histoire, mais il met cette musique quand même assez forte, histoire de ne pas s'endormir. Et pendant qu'il ajuste son rétroviseur, il voit un grand camion qui sort lentement de son emplacement, juste derrière lui. Rien de bien fou, vous allez me dire, lui il pense que c'est sûrement un chauffeur qui repart de la station. Donc Nicolas, il met son clignotant et il s'engage sur la route. Le camion, derrière lui, fait exactement la même chose, même direction, à la même vitesse. Nicolas, il ne s'inquiète pas du tout parce que c'est normal, ils vont peut-être juste dans la même direction. Il garde sa vitesse et il roule plus ou moins tranquillement, mais au bout d'un moment, Nicolas, il remarque un truc bizarre. Le type, dans le camion de derrière, garde exactement la même distance avec sa voiture depuis des kilomètres. Quand Nicolas, il double une voiture, le camion double aussi. Quand il ralentit, le camion ralentit aussi. C'est limite comme s'il copiait chacun de ses mouvements. Il se dit que c'est sûrement rien, que le gars roule dans la même direction et qu'il a la même façon de faire et la même façon de conduire. Mais plus il avance, plus ça devient louche. Tout à coup, le camion se met à faire des appels de phare hyper violents qui lui détruisent les yeux. Nicolas, il ne voit rien et surtout il ne comprend pas pourquoi le mec est en train de faire ça. Il regarde son tableau de bord et tout semble être normal. Pas de voyant, pas de fumée ou même de problème apparent qui justifierait le fait que le gars derrière lui fasse des appels de phare. Mais ça continue de plus belle. Le gars derrière, il n'arrête pas de faire clignoter ses phares et c'est extrêmement dérangeant pour notre ami. Et après les appels de phare, c'est carrément des klaxons. Le mec, il klaxonne Nicolas pendant longtemps, les coups sont hyper forts et ils résonnent dans toute la voiture. Et naturellement, notre ami, il commence légèrement à flipper parce qu'il ne comprend pas ce que veut le chauffeur. Il se dit qu'il y a peut-être un truc accroché à l'arrière du véhicule ou une lumière qui ne marche pas ou je ne sais quoi. Il ralentit légèrement sa vitesse, histoire de voir si le mec va le doubler, mais il reste collé à lui et il ralentit aussi. Et puis, au bout de 2-3 minutes, le camion accélère d'un coup, il double la voiture de Nicolas et il s'arrête pile devant lui. Nicolas, il a un bon réflexe, il freine à fond et on n'est pas passé loin de la catastrophe. Son cœur, à ce moment-là, il bat à 1000 à l'heure, il ne comprend pas ce que le mec recherche. Là, franchement, il a simplement l'impression qu'il veut provoquer un accident ou même le tuer. Le mec, c'est probablement un taré, il veut simplement jouer avec lui ou je ne sais quoi. Mais là, il est sur la route à des hautes vitesse, donc c'est très dangereux. Du coup, Nicolas, il décide de le dépasser, il met un gros coup d'accélérateur, il passe sur la gauche, il le double et il reprend sa voie normalement. Bon. Il souffle un peu et il se dit que c'est peut-être enfin fini et que c'était simplement un chauffard comme il y en a beaucoup malheureusement. Mais quelques secondes plus tard, il voit dans son rétro le camion qui revient, les phares qui commencent à l'éblouir et le camion, il se remet à sa hauteur, donc sur la voie de gauche, et il le klaxonne comme un taré en lui faisant des gestes à travers la vitre. Bon, Nicolas, ça le perturbe un peu, il essaye de garder les yeux sur la route histoire de ne pas provoquer un accident ou encore pire de rejoindre tonton Johnny. Mais du coin de l'œil, il voit que le chauffeur du camion est en train de lui montrer quelque chose. Il crie comme un malade, mais Nicolas n'entend rien de ce qu'il dit.
Et surtout, il ne comprend pas ce qu'il veut. Il garde la tête droite, il veut juste que ça s'arrête, mais le type s'obstine à rester sur la voie de dépassement. Le gars continue de rouler à côté, de crier, de gesticuler comme un malade dans sa cabine. Nicolas, lui, il a les mains serrées contre le volant et la panique commence vraiment à monter. Dans sa tête, il se dit, mais forcément, c'est moi le fautif. Peut-être que j'ai fait une faute sur la route, peut-être que quelque chose ne fonctionne pas sur ma voiture, peut-être que j'ai dépassé quelqu'un de façon trop vite, que je me suis rabattu devant et ça a failli provoquer un accident. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucun souvenir de tout ça. Dans sa tête, il se dit quand même qu'il ne faut surtout pas qu'il s'arrête tant qu'il ne sait pas ce que veut ce gars. Peut-être qu'il veut le forcer à sortir pour lui voler sa voiture ou un truc comme ça. Dans tous les cas, c'est pas du tout safe de s'arrêter dans ce genre de situation, surtout qu'il a l'air à peu près sûr que tout va bien dans sa voiture et qu'il n'a pas commis de faute. Donc, pour l'instant, il ne fait rien. Le camion, il finit par se remettre derrière lui et là, les appels de phare recommencent, mais encore plus fort qu'avant et cette fois-ci, c'est non-stop. Nicolas n'en peut plus, il se dit qu'il va péter un câble et il ne sait absolument pas quoi faire. Ça dure comme ça pendant une dizaine de minutes qui lui paraissent être une éternité et enfin, au loin, il voit des lumières. C'est une station essence qui est visiblement ouverte toute la nuit. Il se dit que c'est sa chance de semer ce malade, donc ce qu'il fait, c'est qu'il garde la même allure et surtout, il va tourner au dernier moment sans mettre son clignotant. Parce que son but, c'est que le camion ne comprenne pas qu'il compte s'arrêter, donc il garde son calme. Enfin, du moins, il essaye parce qu'avec tout le bordel qu'il y a derrière lui, c'est pas évident. Le camion, lui, il le colle toujours au cul. Nicolas se concentre, il voit que la station-service s'approche à grands pas et il se dit que s'il arrive à y entrer, normalement, il sera tranquille. Notre ami, il attend le bon moment et au dernier instant, il tourne sec à droite, sans prévenir, et il entre sur le parking de l'aire de repos. Il garde ses feux allumés quelques secondes, puis il coupe tout. Il reste assis dans le noir, sans bouger, pendant un petit moment, histoire de décompressé, il regarde dans le rétro et il ne voit rien. Pas de lumière, pas de bruit, pas de camion. Là, il se dit que c'est bon, il a enfin réussi à le semer et qu'il va pouvoir être tranquille. Il essaye tant bien que mal de souffler un peu et de se calmer. Et il hésite même à aller se prendre un café et passer un coup de téléphone histoire d'avertir quelqu'un. Ou peut-être même d'appeler la police pour leur dire attention, il y a un mec dans un camion qui est complètement fou. Il fait des choses très dangereuses sur la route, donc essayez d'avertir tous les autres conducteurs. Sauf qu'à ce moment précis, c'est le drame. Nicolas est encore dans la voiture et il voit des phares qui sont aveuglants se rapprocher. Ce putain de camion vient d'entrer sur le même parking que lui. Nicolas, il se fiche d'un coup, il comprend direct que le gars l'a suivi jusqu'ici. Il regarde les lumières du camion s'approcher lentement, le véhicule tourne, il passe devant les pompes et il vient se garer juste derrière sa voiture à peine quelques mètres. Nicolas, il reste assis, tétanisé, avec les mains serrées sur le volant. Il se dit qu'il doit absolument sortir de sa voiture pour rejoindre la boutique, mais d'un autre côté, il se dit aussi que s'il bouge, le type, il peut foncer sur lui à tout moment. Il regarde la boutique et il voit que dehors il n'y a ni client ni employé, et là, il entend le bruit du moteur du camion qui s'arrête. Il n'y a plus un son, juste ce silence assez bizarre qui rend encore tout plus flippant. Nicolas, il regarde dans son rétro et il voit la portière du camion qui s'ouvre. Un homme descend, il est grand, costaud, il n'a pas l'air du tout amical. Il claque la porte de son camion et il commence à marcher dans la direction de Nicolas. Là, notre ami, il a le bon réflexe, il verrouille les portières de sa voiture, il baisse son siège comme pour se cacher. Le gars, lui, il avance sans hésiter, il arrive au niveau du capot, donc devant la voiture de Nicolas, il s'arrête et il le fixe à travers le pare-brise. Nicolas le regarde sans bouger tellement il a peur. Il pense clairement à ce moment-là qu'il va se faire voler sa voiture ou même agresser. Le chauffeur lui fait un signe de la main comme pour lui dire d'ouvrir sa porte et de sortir. Nicolas, il est en mode va te faire foutre, je ne sors pas. Le gars, il reste planté là, droit, à le fixer. Il tourne autour de la voiture et il passe de l'autre côté. À ce moment-là, Nicolas, il le perd de vue, il se penche pour regarder dans le rétro et il le voit derrière, près de son coffre. Et là, il comprend que le type ne va pas le lâcher. Quelques secondes plus tard, il re-regarde dans son rétro et il n'y a plus personne. Il reste immobile, il se dit que peut-être il est parti, mais 2 secondes après, il entend ce même mec qui essaye de forcer la porte arrière de sa voiture. Nicolas, il a le cœur qui bat à 1000 à l'heure et à ce moment-là, il nous confie qu'il pense à son fils et il se dit « Ok, je suis foutu pour de bon. Il se peut que je ne revoie jamais mon fils, donc j'essaye de me remémorer un peu tous les souvenirs. » Tout à coup, Nicolas voit le chauffeur du camion tirer sur la poignée en forçant comme un dégénéré. Et la porte, elle finit par s'ouvrir. Nicolas, il sort complètement paniqué de la voiture parce qu'il pense que le mec lui veut du mal. Il se met à crier, il avance, prêt à se défendre, mais le camionneur lève la main et il lui dit de ne surtout pas bouger. Ce que Nicolas va voir à ce moment-là, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est d'ailleurs, selon moi, même pire qu'un scénario de film d'horreur. Nicolas voit que sur sa banquette arrière, il y a un homme, un inconnu qui est recroquevillé et très sale, qui a l'air d'être en full panique de s'être fait choper. Le mec se redresse lentement pour sortir de la voiture et il tient un petit couteau dans la main. Il le pointe vers les 2 hommes, donc le chauffeur et Nicolas, sans dire un seul mot, mais son regard, mes amis, il est extrêmement agressif. Pendant ce temps, le camionneur court dans son camion pour choper une barre de fer et il revient se poser devant Nicolas. Le mec, qui ressemble à un sans-abri qui était sur la banquette arrière, il fait un pas
il lève son couteau et il fonce d'un coup sur le camionneur. Le mec se défend, il lui met une grosse bastos avec sa barre de fer et le couteau du gars, il tombe par terre. La personne sans abri se met à crier de rage, il recule, puis il se met à courir tout droit vers la forêt qui se situe derrière la station essence. Le camionneur, il ne prend pas la peine de le chasser, il le regarde partir sans bouger. Nicolas, vous vous en doutez bien, il ne comprend que dalle à ce qui est en train de se passer. Il reste là complètement figé à regarder sa banquette arrière et le couteau qui est au sol sur le parking. Le camionneur s'approche de lui et lui dit qu'il faut absolument appeler la police. Et c'est là qu'il lui explique absolument tout. Il lui dit qu'en fait, il a vu le mec à la station essence 1 heure plus tôt, donc la première station dans laquelle Nicolas s'est arrêté. Et pendant que notre ami prenait son café tranquillement à l'intérieur de la station, le camionneur, lui, il a vu un sans-abri tourner autour de sa voiture, attendre qu'il s'éloigne pour voir s'il allait fermer la voiture à clé pour pouvoir monter à l'arrière et s'allonger. Étant donné que Nicolas ne l'a pas fermé à clé, il a pu exécuter son plan et le camionneur, lui, il a vu la scène d'assez loin et malheureusement, il n'a pas eu le temps de prévenir notre ami qu'il était déjà parti sur la route. Alors, le camionneur a pris son camion et il l'a suivi pendant tout ce temps. Les appels de phare, les klaxons, les grands gestes, tout ça, ce n'était pas pour lui montrer qu'il allait lui péter la gueule, mais plutôt pour l'avertir qu'il y avait un danger, et ce, dans sa propre voiture. En entendant ça, Nicolas reste planté là, incapable de parler. Il se rend compte que ce chauffeur qu'il prenait pour un fou furieux, en fait, il lui a probablement sauvé la vie. Il prend donc son téléphone et il appelle directement la police. Il explique vite fait ce qu'il s'est passé et là, eh bien, l'officier qui est à l'autre bout du fil lui dit qu'il va envoyer une patrouille sur place immédiatement. En attendant la police, Nicolas reste avec le chauffeur qui l'appelle son sauveur. Pour lui, la moindre des choses qu'il peut faire, c'est lui payer un café en attendant l'arrivée de la police. 20 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent sur le parking. Ils posent tout un tas de questions. Ils fouillent la voiture, ils récupèrent le couteau et ils prennent les empreintes qu'il y a dessus. Et pendant qu'ils sont en train de discuter avec le chauffeur et Nicolas, un des officiers reçoit un appel radio. Apparemment, ils ont retrouvé le mec un petit peu plus loin sur la route. Il a été arrêté sans résistance et il a absolument tout avoué. Son but, visiblement, c'était simplement entre guillemets, de voler une voiture. Et étant donné qu'il a vu Nicolas seul et fatigué sur un parking et qu'il n'a pas verrouillé sa voiture, il s'est dit c'est une occasion en or. Son but, c'était d'attendre qu'il rentre chez lui pour pouvoir l'agresser, lui voler sa voiture et la revendre pour se faire un petit peu d'argent. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il fait ça sur des parkings, mais à chaque fois, il a échoué parce que le conducteur l'avait remarqué. Mais ce soir-là, malheureusement, Nicolas, ce n'était pas son cas. Notre ami, il regarde les policiers emmener ce gars au commissariat et c'est là qu'il réalise vraiment ce à quoi il a échappé et que surtout si le chauffeur du camion n'avait pas été là, probablement que Nicolas se serait retrouvé sans voiture et peut-être même sans la vie. Il remercie donc le camionneur plusieurs fois comme il peut, il lui serre la main et en fait il ne sait même pas quoi dire. Le chauffeur lui dit t'inquiète, c'est rien, qu'il ne pouvait pas le laisser partir comme ça sans l'avertir et que c'est tout simplement normal de l'avoir aidé. Ils se quittent là sur le parking, encore un peu sous le choc tous les deux. Nicolas il rentre chez lui presque à l'aube et depuis ce soir là, il nous dit qu'il regarde toujours la banquette arrière avant de démarrer. C'est devenu un véritable réflexe. Même quand il va simplement chercher son fils à l'école, il vérifie juste par sûreté. Il ouvre la porte, il regarde, puis il la referme. C'est un peu comme si c'était devenu un toc. Il nous raconte qu'il repense souvent à cette histoire et à ce chauffeur qui lui a probablement sauvé la vie. Et c'est la première fois qu'il s'est trompé autant sur une personne parce qu'au début, je vous rappelle, il pensait qu'il allait le buter. Mais au final, c'était tout l'inverse. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter, je trouve que l'environnement est vraiment cool. La mécanique aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, je crois, sur la chaîne. Donc, quoi de mieux pour cette semaine spéciale Halloween. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si ça vous dit, n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos potes. Si tout le monde ramène 3 potes, peut-être qu'on arrive au million, je suis pas très fort en calcul. Mais à mon avis, là, je me fais beaucoup de films. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, jamais vous prenez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.